à tous. Tout d'abord, je suis ravie, honorée de participer à ce séminaire. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Le voici. Alors, vous me confirmez que vous voyez bien les diapositives? Je vous le confirme. Parfait. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que selon la définition d'usage, une intercommunalité XXL va regrouper au moins 50 communes. Alors, certains observateurs retiennent le chiffre de 80, mais la plupart des rapports parlementaires s'arrêtent au seuil de 50 communes, et donc je retiendrai ce seuil-là. Alors, ce qui est intéressant de noter avec ces chiffres donc issus du rapport de la mission d'information de ma mission d'information, c'est que entre 2016 et 2019, le nombre des intercommunalités XXL est passé de 53 à 143. La rigueur scientifique exige d'ores et déjà de dissocier les différentes catégories d'intercommunalités XXL, puisque au regard de ces chiffres au 1er janvier 2019, il est possible d'en recenser seulement 3 parmi les communautés urbaines qui ont été donc créées par la loi du 31 décembre 1966 avec un seuil plancher de 250 000 habitants. S'agissant des métropoles plus récentes instaurées par la loi du 27 janvier 2014, nous en recensons seulement 5. Leur seuil plancher est de 500 000 habitants. Par contre, nous pouvons constater que les chiffres explosent. Nous en avons 39 parmi les communautés d'agglomération, dont le seuil plancher s'établit à 50 000 habitants, et nous en trouvons 96 parmi les communautés de communes, dont le seuil plancher, et nous y reviendrons tout à l'heure, a été fixé par la loi Notré à 15 000 habitants. D'ailleurs, les remarques et critiques qui seront faites dans cette contribution, qui consiste à dresser un bilan et des perspectives en demi-teinte pour les intercommunalités XXL au prisme donc de la loi Notré, concerneront essentiellement les communautés d'agglomération et de communes qui sont surdimensionnées. Alors, au-delà de ces précautions préalables, il convient aussi de rappeler bien évidemment qu'à l'intérieur d'une même catégorie d'intercommunalité, comparaison n'est pas raison. Ainsi, il pourrait très bien surgir des cas particuliers au sein du tableau que je vais brosser à grands traits devant vous. Alors, avant toute chose, il est évident que, une fois de plus, les créatures ont échappé à leurs créateurs. Et pour cela, je vais partir des intentions du gouvernement, comme cela nous a été suggéré, avec le projet de loi Notré. Alors, lorsqu'on lit le communiqué de presse du Conseil des ministres du 18 juin 2014, il ressort que la réforme territoriale poursuivait 3 objectifs principaux: simplifier et clarifier le rôle des collectivités locales, faire des territoires les moteurs du redressement économique du pays et renforcer les solidarités territoriales et humaines. Alors, par rapport à ces objectifs fixés par le gouvernement, nous pouvons constater que les résultats s'avèrent limités en matière de réforme territoriale par la loi Notré, donc celle qui a été promulguée et qui date du 7 août 2015, puisque nous pouvons constater, certes, une multiplication atténuée des structures locales, puisque le nombre des intercommunalités a été réduit compte tenu de la hausse des seuils, mais qu'en même temps, il y a une pérennisation des différentes catégories que j'ai citées tout à l'heure. Ce que l'on peut noter aussi, c'est que dans le projet de loi Notré, il était envisagé de supprimer les syndicats. Or, il y a eu plus une diminution qu'une disparition, puisque notamment en milieu rural, les syndicats scolaires ont été perpétués. L'autre limite que l'on peut souligner, c'est que on a une complexification qui est prolongée du rôle des intercommunalités. Cela a notamment d'ailleurs été très bien souligné tout à l'heure, de par la diversification des compétences. Entre les compétences obligatoires, là, il y a une homogénéité, mais il
il peut y avoir ensuite des compétences optionnelles et facultatives. Pour autant, même si c'est plus complexe, notamment pour les élus et surtout pour les usagers, cela présente, à mon avis, un avantage certain, puisque cela permet de la différenciation territoriale, ça permet de s'adapter aux réalités locales et donc aux besoins. S'agissant de l'autre objectif qui concerne la réforme territoriale de manière globale, quelles sont les contributions au redressement économique du pays? S'agissant des intercommunalités de manière plus spécifique, on peut constater qu'elles ont participé au plafonnement donc, des dépenses réelles de fonctionnement, puisqu'elles ont dû respecter la hausse, bien que celle-ci a été suspendue par la loi du 23 février 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire. Donc, il y a une participation au redressement du fait qu'elles sont soumises à cette obligation de limiter la hausse de leurs dépenses réelles de fonctionnement, mais pour l'instant, donc, ça a été suspendu. On peut noter également, compte tenu de la pandémie de Covid-19, que certaines intercommunalités ont exonéré de loyers ou de contributions foncières des entreprises pour préserver le tissu économique. Et cela, bien entendu, est important pour participer au redressement économique du pays. Toujours s'agissant des objectifs du gouvernement, il y avait des objectifs complémentaires dans le projet de loi NOTRe, puisque toujours dans ce communiqué de presse du Conseil des ministres du 18 juin 2014, il était possible de lire, je cite, que les intercommunalités devront disposer d'une taille critique, 20 000 habitants, organisées autour de bassins de vie. Les intercommunalités seront ainsi en mesure de mieux mutualiser leurs actions, d'assurer de nouvelles compétences de proximité et d'offrir aux citoyens les services publics de qualité qu'ils attendent. Alors, sur ce point, il me semble intéressant de souligner qu'en 2016, nous étions peu nombreux à dénoncer la course au gigantisme des préfets et les risques qui pouvaient être consécutifs. Alors, bien sûr, c'était des risques seulement, mais des risques consécutifs aux intercommunalités XXL. Et même si, bien sûr, nous aurions préféré avoir tort sur ce sujet, nous pouvons constater depuis 2019 que plusieurs rapports parlementaires ont démontré des dysfonctionnements de ces structures et les limites de ce qui était considéré à l'époque comme un postulat, le big is beautiful. Alors, pour montrer justement que ces objectifs complémentaires n'ont pas été atteints, nous pouvons indiquer que les principes de la loi NOTRe ont été détournés par certains préfets, bien sûr, hein, ce n'est pas une généralité. D'abord, parce que le seuil plancher a largement été dépassé. Nous l'avons vu, le projet de loi proposait un seuil de 20 000 habitants. Les députés suivaient bien sûr le gouvernement, mais après négociation en commission mixte paritaire, c'est le seuil de 15 000 habitants qui a été arbitré. Donc, on avait une interprétation minimaliste du législateur. Or, force est de constater des applications très extensives par certains préfets, puisque 143 intercommunalités dépassent 50, rassemblent plus de 50 communes et 12 rassemblent plus de 100 communes. Et en plus, il y a eu des créations forcées, c'est-à-dire que les préfets ont utilisé leur passé-outre sur 79 projets de périmètre, ce qui représente tout de même 15%. Au-delà de ce détournement, en quelque sorte, hein, du seuil plancher, nous pouvons également souligner, et cela a été dit également très bien tout à l'heure, c'est que la notion de bassin de vie a été altérée. En effet, selon l'INSEE, en 2012, il y avait 1666 bassins de vie identifiés. Or, en 2017, lorsqu'on regarde les chiffres, nous nous trouvons avec 1266 intercommunalités, c'est-à-dire qu'il y en a 400 de moins, ce qui, bien sûr, implique qu'il y a des intercommunalités qui cumulent plusieurs bassins de vie.
Alors, bien sûr, ce n'est qu'un risque et souvent les élus ont réussi à le surmonter, mais il y a un risque de compétition interne entre plusieurs bassins de vie. Notamment, il peut y avoir ce risque lorsqu'on a une fusion de villes moyennes avec de nombreuses communes rurales. Et également, lorsque, à l'intérieur d'une intercommunalité, ces bassins de vie vont être soumis à des pôles d'attraction différentes, comme a pu le démontrer une étude du CNFPT et de KPMG en 2020. Alors, au-delà de ces éléments, nous pouvons également préciser justement que les résultats de l'application de la loi NOTRe ont fait l'objet de nombreuses critiques depuis lors. Il y a eu des évaluations négatives formulées par les parlementaires, qu'il s'agisse du rapport de la mission sur les réformes des collectivités territoriales du Sénat de 2017, qui notamment pointait les conseils pléthoriques, la marche forcée, et qui suggérait déjà la modification du périmètre à la demande des communes, mais par le biais de la CDCI. Alors, l'Assemblée nationale a organisé une mission d'information sur la commune et dans son rapport du 24 juillet 2019, là aussi, est dénoncé l'éloignement, la perte d'influence et le sentiment de dépossession des maires. Et compte tenu de cet rapport, le rapport d'évaluation sur la loi NOTRe de l'Assemblée nationale qui suivra en décembre 2019 va également mettre en exergue les coûts financiers, le coût social, politique. Il va démontrer aussi que le postulat des économies d'échelle était erroné, puisque ce n'est pas le cas. Comme vous l'avez très bien révélé dans votre rapport consacré à la fusion des régions, pour les intercommunalités, il y a dans un premier temps, en tout cas, une augmentation des coûts. Bien évidemment, il y a aussi toute la question de la perte de proximité ressentie par les citoyens. Alors, fort de ces critiques, la loi du 27 décembre 2019, qui a été bien explicitée tout à l'heure par Madame la sénatrice Gatel, cette loi prévoit des solutions. D'abord, en matière de périmètre, il est possible, mais Monsieur Portier l'a très bien dit, c'est très compliqué malgré tout, il est possible d'organiser une scission d'une communauté de communes ou d'agglomération, ou alors, et c'est certainement la solution qui paraît la plus opportune, c'est celle de créer une commune nouvelle. Autre solution proposée par cette loi en matière de gouvernance, c'est celle d'organiser une conférence des maires. Alors, par rapport à ces éléments et à la problématique qui nous a été proposée de travailler par la Cour des comptes, ce que je vous propose, c'est de voir dans un premier temps la dialectique compétition-coopération au sein d'une intercommunalité XXL. Donc là, on va plutôt s'orienter sur les relations entre les communes et l'intercommunalité. Et puis, nous verrons dans un second temps la dialectique compétition-coopération entre les autres collectivités territoriales et les intercommunalités XXL. Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ces intercommunalités, il y a des risques, bien sûr, donc ici endogènes de compétition, mais toutefois, nous le verrons, les élus, que ce soit les maires, mais aussi les élus quand ils sont dans l'intercommunalité, vont faire en sorte d'interpréter au mieux la loi NOTRe pour en faire tirer des bénéfices et créer un équilibre au profit notamment des petites communes. Alors, s'agissant des risques qui existent, ce sont donc des risques endogènes de compétition. Ils peuvent découler des relations conflictuelles qui seront entretenues ou qui ont été entretenues par un système de variables déterminantes. Il est évident que lorsque la création a été forcée, c'est beaucoup plus compliqué. Il est évident que lorsque l'intégration est récente, comme c'est le cas pour les communautés de communes ou d'agglomération, c'est plus compliqué, alors que, par exemple, les communautés urbaines sont depuis longtemps bien intégrées.
La grande superficie et l'importante démographie sont également des facteurs qui peuvent contribuer à des relations conflictuelles. La présence d'un ou plusieurs bassins de vie, l'existence bien sûr d'une assemblée délibérante pléthorique, hein, qui fait que les conseils communautaires deviennent plus des chambres d'enregistrement et que tout va se jouer dans les bureaux communautaires. Bien évidemment, nous ne pouvons également occulter la personnalité des acteurs, la sensibilité politique. Plus il y a d'élus, plus il y a de risques aussi de constituer des groupes politiques et d'avoir une politisation, même si heureusement les élus ont bien conscience que l'intercommunalité doit être une structure de projet et donc arrive en général à dépasser cela. Et bien sûr, le dernier élément, ça va être la perception qui sera variable selon les fonctions, le rôle exercé dans l'intercommunalité. Il est évident que lors de l'installation, lors de la fusion, il y aura une compétition pour les vice-présidences. Et cela s'est bien sûr manifesté à nouveau lors des dernières élections municipales et communautaires. Il y a également un risque de concurrence entre les cadres pour les postes de direction. Et là, donc, je m'appuie sur le rapport déjà précité du CNFPT et KPMG de 2020. Et il y a un sentiment qui peut être mitigé de la part des agents qui peuvent mal vivre une certaine spécialisation ou le fait que ils jugent la rationalisation de l'organisation comme leur étant défavorable, un peu dans une logique où c'est seulement l'efficacité, l'économie qui est prise en compte et pas forcément leur bien-être au travail. Alors, par rapport aux risques de compétition existants, ici, nous pouvons noter qu'il peut y avoir une priorisation des investissements qui se fait au profit des communes centres, tout simplement par un effet mécanique du nombre. Il est évident que les besoins de prestations, de services publics seront plus importants dans la ville-centre, où la densité urbaine sera plus importante. La difficulté qui va se poser alors, c'est la définition, voire la réadaptation de l'intérêt communautaire. Ça, c'est vraiment une clé du bon fonctionnement d'une intercommunalité. Le deuxième risque, c'est celui de l'annulation ou du report des investissements qui pourraient être fédérateurs dans une intercommunalité. Ces annulations ou ces reports peuvent s'expliquer par la répercussion des réformes fiscales qui ont été très bien expliquées tout à l'heure, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, où c'est beaucoup plus complexe pour les élus d'avoir une visibilité, de planifier compte tenu de l'attribution d'une fraction de TVA sur laquelle en fait ils n'ont aucun levier. Il y a aussi bien sûr le problème et la question de la réduction et de leur compensation des impôts de production, et notamment par la dernière la loi de finances pour 2021. Et ces risques d'annulation ou de report sont démultipliés avec la pandémie de Covid-19. D'abord parce que il y a une diminution ou une compensation selon que les collectivités et les intercommunalités aient décidé ou pas de maintenir la taxe de séjour. Et il y a également un problème de compensation des recettes tarifaires, sachant que cette compensation, de toute façon, ne concerne que l'année 2020. Il y a aussi, bien sûr, la réduction du produit de la fiscalité professionnelle, notamment en matière de cotisation foncière des entreprises, qui aura surtout des effets en 2021 et 2022. Alors, au-delà de ces risques endogènes, nous pouvons malgré tout constater que des solutions endogènes de coopération ont été trouvées. D'abord, il y a des règles de gouvernance qui ont été instaurées de manière spontanée, c'est-à-dire que les élus s'approprient le texte et vont combler les vides du texte pour favoriser l'intégration. Ils vont notamment élaborer ou actualiser, là plus récemment, le projet de territoire pour qu'il soit fédérateur.
Il y a aussi une territorialisation qui s'est développée de manière facultative. Par exemple, dans certaines intercommunalités, XXL, ont été créés des pôles qui étaient fondés sur les anciennes intercommunalités. Nous avons également assisté à une ruralisation positive, comme le souligne un rapport consacré aux très grandes intercommunalités. Il y a aussi la multiplication des commissions thématiques, voire territoriales, et des organes de concertation, avec l'élaboration d'une charte de gouvernance, l'information de tous les élus municipaux, et pas seulement ceux qui siègent dans les intercommunalités. Autre idée aussi pour mieux faire supporter cette intercommunalité XXL, c'est une indemnité forfaitaire qui peut être accordée à tous les conseillers plutôt que de leur rembourser les frais de déplacement sur justificatif. Alors, nous l'avons déjà précisé tout à l'heure, cette loi NOTRe a déjà fait l'objet de critiques et des solutions ont déjà été apportées donc, par le législateur avec la loi donc, du 27 décembre 2019. C'est-à-dire qu'on assiste à présent à des règles de gouvernance qui ont été institutionnalisées. Alors, sur ce point, il convient de noter qu'il est prévu un pacte de gouvernance. Pour autant, ce que la loi prévoit, c'est que le débat sur ce sujet et la délibération sont obligatoires. Par contre, l'élaboration du pacte, elle, reste facultative en fin de compte. Alors, peut-être qu'ici, c'est un acte manqué pour les élus locaux qui se considèrent comme étant minoritaires dans une intercommunalité XXL. Ensuite, la conférence des maires, qui est une très bonne solution aussi, et dont la création est obligatoire, sera par contre pas nécessaire, et là c'est tout à fait logique, si le bureau regroupe déjà tous les maires. Alors, au-delà de ces solutions qui ont été apportées, nous pouvons également souligner que des solidarités territoriales et humaines se sont concrétisées dans les intercommunalités XXL. Tout d'abord, des solidarités territoriales grâce à la contractualisation. Cela a été également précédemment expliqué, l'union fait la force. Et grâce aux seuils qui ont été relevés, les intercommunalités ont une taille critique qui leur permet de rayonner et de capter les aides. Ce qui est également intéressant, c'est le fait de négocier un pacte financier équilibré, d'attribuer des compensations libres aux communes, d'instaurer des compétences facultatives, de créer par exemple un fonds de solidarité pour les communes rurales lorsque le nombre des communes rurales est important. Et par ailleurs, nous pouvons souligner aussi des solidarités humaines grâce aux mutualisations qui permettent d'ailleurs de dépasser des rivalités traditionnelles entre communes, d'améliorer l'expertise du personnel de direction qui sera par ailleurs plus étoffée. Nous pouvons aussi souligner l'extension des services et des politiques au profit des usagers. Certaines communes qui ne pouvaient pas financer des transports, des actions en faveur de la jeunesse, peuvent le faire grâce à l'intercommunalité. Bien évidemment, cela a été également cité, la mutualisation des équipements, notamment sportifs, ou encore la mutualisation du personnel, pour lesquels d'ailleurs les agents peuvent ici trouver un bénéfice avec une progression de carrière plus intéressante. Voici ce que je pouvais indiquer sur la dialectique compétition-coopération dans une intercommunalité XXL. Le dernier point sur lequel il convient de se pencher, c'est bien sûr la dialectique compétition-coopération entre ces intercommunalités XXL et les autres structures. Là encore, il y a des risques exogènes de compétition, mais des solutions de coopération ont été trouvées. Alors, quels sont les risques exogènes de compétition? S'agissant des relations entre la région et les intercommunalités XXL, il est nécessaire, bien sûr, vous vous en doutez, d'obtenir une harmonisation des interventions en matière de développement économique et d'habitat,
puisque les communautés d'agglomération, par exemple, lorsqu'elles agissent dans la politique de la ville, peuvent avoir un volet cohésion sociale et urbaine si il y a des quartiers prioritaires de la ville. S'agissant des relations avec le département, se pose la question de la fusion entre métropole et département, question qui avait été évoquée par le candidat Emmanuel Macron durant les élections présidentielles. Se pose la question aussi dans les départements des intercommunalités qui vont rassembler plus de 40% de la population départementale et vont avoir, dans ce cas-là, une position pas forcément prépondérante, mais importante. La question se pose aussi, s'agissant des départements et des intercommunalités XXL, en matière de compétences action sociale, puisque si le département reste chef de file dans la matière, et notamment pour le médico-social, une convention peut très bien être signée, convention de transfert vers la métropole concernant les personnes âgées, ce qui, bien sûr, dans tous les cas, exclura la distribution des prestations, hein, qui restera toujours du ressort du département, enfin, sauf future réforme, bien sûr. Et la question qui peut se poser aussi en matière d'action sociale, c'est le fait que les communautés de communes et d'agglomération peuvent prendre cette compétence à titre optionnel. Alors, là encore, des solutions exogènes de coopération ont réussi à être trouvées par les élus communautaires, puisque nous pouvons noter une relation de cohabitation consensuelle entre les intercommunalités et la région à laquelle elles appartiennent, notamment parce qu'elles participent au schéma régional d'aménagement, du développement durable et d'égalité du territoire. Les communautés d'agglomération, bien sûr, ont par ailleurs l'obligation de respecter le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc ça, ce sont des procédés institutionnalisés, mais on peut avoir aussi des dispositifs tout à fait spontanés. Par exemple, lors de la pandémie de Covid-19 et encore de nos jours, certaines intercommunalités ont alimenté des fonds de soutien impulsés par les régions en faveur des entreprises, par exemple le fonds local en Occitanie. Il peut y avoir également le financement d'aides au commerce de proximité, initié par les régions ou encore par l'État, comme ont pu le faire donc avec l'action City Follies également dans la région Occitanie. S'agissant maintenant des relations intercommunalité et département, on peut très bien voir des compétences facultatives instaurées pour créer de la solidarité. Par exemple, dans le conseil départemental des Hautes-Pyrénées, il y a la nécessité de financer, et le coût est important, la réouverture d'une bretelle. Eh bien, la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a, de manière exceptionnelle, créé une compétence facultative pour participer au financement au coût de cette réouverture de la bretelle. Pour terminer, s'agissant des intercommunalités XXL, il y a des solutions qui sont impulsées au niveau national. C'est le cas de territoire d'industrie, qui est un programme donc, national qui permet de favoriser le développement industriel avec notamment la coopération et la participation de plusieurs intercommunalités. D'ailleurs, la DCF vient de republier des notes d'analyse très intéressantes sur le sujet, et donc je vous renvoie à ces fiches. Et pour conclure, concernant l'avenir des intercommunalités XXL, il y a des questions qui se posent. La première, c'est celle de la modification éventuelle des périmètres. Est-ce qu'il y aura une dissolution à une ou plusieurs intercommunalités? Est-ce qu'il y aura un retrait d'une commune pour intégrer une autre intercommunalité? Cela paraît quand même difficile. Il peut y avoir des défusions. C'est le cas, par exemple, du jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2020, qui a annulé l'arrêté préfectoral qui avait donc imposé une fusion.
L'autre, bien sûr, question qui se pose et qui est certainement la question centrale, c'est celle du niveau pertinent et de la bonne échelle. Comment préserver la proximité des élus et les services publics locaux? Comment améliorer l'efficacité des politiques publiques locales et pas seulement les économies? Comment préserver l'identification territoriale, les liens, bien sûr, historiques, géographiques, culturels? Deux autres grandes questions peuvent être également posées. D'abord, c'est quid de la porosité avec les collectivités territoriales? On a parlé tout à l'heure de la question de l'élection des conseillers communautaires. Est-ce qu'à l'avenir, il y aura une démocratisation sans fléchage? Est-ce que également à l'avenir, il y aura une atténuation de la spécialité fonctionnelle des intercommunalités? Puisque c'est un des grands critères avec l'élection directe donc des élus, la grande séparation avec les intercommunalités et les collectivités territoriales, sauf qu'on peut constater que les intercommunalités exercent de plus en plus de compétences et que les communes qui, elles, sont les seules à avoir conservé la clause de compétence générale ressemblent plus et de plus en plus à des coquilles vides. La question qui se pose aussi, c'est celle de la protection juridique des intercommunalités, qui est relative, puisque, à la différence des collectivités territoriales qui jouissent d'un statut constitutionnel, elles n'ont qu'un statut législatif. Et bien sûr, je laisse ouvertes les questions qui sont des véritables serpents de mer pour la réforme territoriale. Est-ce qu'il y aura à terme la suppression d'une catégorie de collectivités territoriales, voire d'intercommunalités? Est-ce que la solution des conseillers territoriaux qui rassemblerait à la fois le département et la région va à nouveau être inscrite à l'agenda politique? Et bien évidemment, dernière question qui a déjà été soulevée, c'est qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il en sera de la réforme 4D?